Bienvenue dans notre émission sur le sens des épreuves. Nous recevons aujourd'hui Adama Camara, rappeur militant, qui tant dans son écriture que dans son approche des gens, que dans sa manière d'être sur le terrain, aide à travers ce qu'il est, mais aussi à travers ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que nous avons voulu le recevoir aujourd'hui, pour qu'il nous raconte son histoire, mais aussi la manière dont il a transformé ses épreuves. Adama, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ? Bonjour, déjà merci de m'avoir accueilli pour l'accueil. Je m'appelle Adama. On m'appelle aussi Sansan. Quand je fais de la musique, on m'appelle Sansan. Mais sinon, je m'appelle Adama Camara. 31 ans, bientôt 32 ans. Et je vais vous raconter mon histoire. Voilà. Donc ton histoire débute, enfin nous, ce qu'on connaît de toi débute sur un drame qui arrive à ton frère. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, en 2011, mon petit frère, il s'est fait assassiner par ses amis autour d'une rixe. Ils se sont battus. Une bagarre banale de base. Et quelques semaines après, ils se sont battus. Il y avait quelqu'un d'entre eux qui avait un couteau. Ils lui ont mis un coup de couteau. Plusieurs coups de couteau. Et donc, du coup, mon frère décédé sur le coup. Quand tu dis que c'est ses amis, c'est des gens que tu connaissais ou... Ouais, c'était des jeunes de chez moi. C'était ses amis d'enfance. Il y a même des photos encore qu'on peut regarder aujourd'hui. Des photos, il y a mon petit frère et ses amis. Donc, c'était des amis d'enfance. Mais après, depuis cette rixe, voilà quoi. Et quel âge avait ton frère ? Quand il est parti, il venait à peine d'avoir 18 ans. Toi, tu avais quel âge ? Moi, j'avais 23 ans. 22 ans, 23 ans quand mon petit frère il est décédé. Et suite à ça, comment tu as réagi ? Suite à ça, pour être franc, pour dire la vérité, le soir même, moi je pensais à me venger directement parce que on savait qui avait tué notre petit frère, donc du coup, on voulait se venger dès ce soir-là. Donc du coup, on s'est fait interpeller en fait ce soir-là. En fait, on était parti pour se venger, etc. Mais il y avait la police sur les lieux, ils nous ont vus, ils nous ont interpellés, ils nous ont mis en garde à vue. 48 heures après, on est sortis. Et entre-temps, ils ont interpellé les personnes qui ont tué mon petit frère. Et quand tu dis on, c'était toi avec... Il y avait moi, il y avait des amis à moi, des cousins, la famille, quoi. Et suite au moment où tu as été interpellé, comment est-ce que ça a évolué ? Quand j'ai été interpellé, déjà je venais de perdre mon frère dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, je me retrouve en garde à vue avec plein de questions dans la tête. Qu'est-ce qui se passe dehors, la famille, le matin, le soir même, quand ça s'est passé, je suis arrivé, j'ai vu ma mère dévastée, mon père qui était pas bien. Donc je me posais plein de questions. Je me disais, punaise quand même. Ils ont perdu un fils, ils ont deux autres en garde à vue, et en fait, je me posais plein de questions. Je me disais, ouais, j'ai pas vu le corps de mon frère encore, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir, donc ouais, c'était plein de questions, c'était compliqué. Et suite à ça ? Suite à ça, on est sorti de garde à vue, après, c'est juste 3, 4 jours après qu'on a eu le droit d'aller à l'Institut médico-légal pour voir le corps de notre frère. Et donc, du coup, quand je suis arrivé, j'ai vu le corps de notre frère qui est sans vie, quoi. Quand souvent il y a un décès, des fois on réalise pas. Des fois on réalise pas, on se dit non, peut-être ouais, c'est un rêve. On a l'impression qu'on rêve, surtout la première fois, quand la mort elle a pas touché un membre de notre famille ou des proches, on n'y croit pas. C'est la première fois pour moi, c'était un choc. Je pensais que j'étais dans un rêve. Même le jour où je l'ai appris, le lendemain, j'étais sonné, quoi. Je me dis, non, non, il va revenir. On a toujours l'impression que la personne elle va revenir, mais la dure réalité, non. On part, on revient pas. Et après, tu as continué à avoir envie de te venger ? Après, ouais, j'avais toujours cette envie de vengeance, personnellement, qui me rongeait. Nuit et jour, je pensais à ça. Je me disais, parce que je voyais mes parents dévastés, je voyais mes frères qui étaient pas bien, moi-même j'étais pas bien parce que je suis son grand frère. Un grand frère, nous, soit dans le quartier ou dans la vie en général, c'est protéger son frère. Je me dis, mon frère il est mort, je l'ai pas protégé. C'est comme si j'ai failli dans mon rôle de grand frère. Donc peut-être pour me pardonner de ça, je me dis, si je me venge, même s'il sera pas là pour me dire, ouais là tu m'as protégé, mais en gros, je répare ce que j'ai causé, quoi.
Donc je me dis, c'est un peu à cause de moi, peut-être, si mon frère, il est parti. Et après, comment est-ce que du coup ça s'est resté en toi et t'es allé jusqu'à vouloir, enfin, aller te venger? En fait, après, j'ai eu plusieurs conversations avec mon père, paix à son âme, et ma mère aussi, mes parents, qui nous ont dit, je dirais, ouvertement, on a déjà perdu un fils, on veut pas perdre d'autres enfants, on veut pas vous voir en prison, etc. Ils nous ont beaucoup parlé. Donc après, on se force à vivre, en fait. On se dit, bon, on va essayer de vivre. Après cette épreuve, allez, on va essayer de vivre. Donc du coup, on essaye de vivre. Moi, j'ai rencontré une nana, j'ai commencé à la fréquenter, on était bien, on s'est installé, on a eu un enfant, j'ai eu ma fille, et en fait, je me rendais compte que même quand je continuais à vouloir faire une nouvelle vie, bah, j'avais toujours cette blessure en fait qui est pas guérie. Ça veut dire, je me dis, j'avance, mais derrière, je suis pas guéri. Donc, je veux construire limite sur des plaies, même si ça se dit pas. Mais en fait, je suis pas guéri, mais je me force à avancer. Donc, à ce moment-là, c'est tout bête, hein. Un soir, même quand ma fille elle pleurait la nuit, je lui donnais le biberon. Et des fois, quand elle arrêtait de pleurer, ben, j'étais dans plein de pensées. Je réfléchissais, je la regardais, je me disais, punaise, tu vas jamais connaître mon frère. Tu vas jamais connaître ton oncle. Et mon frère va jamais connaître ma fille. En fait, on avance, mais on est sans cesse en train de reculer. C'est qu'on avance en reculant et c'est invivable. Et moi, j'en parlais pas. J'en parlais ni à mes amis, ni à ma copine de l'époque, ni rien. C'est que je gardais tout pour moi. Et jusqu'au jour, à un moment donné, on peut plus tout garder en nous. Soit, comme je dis souvent, on tombe malade, on pète les plombs. Moi, je suis parti du côté des personnes qui ont pété les plombs. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là de ta vie? Bah, en fait, il y a eu plusieurs moments. Il y a un moment où bah, la justice qui avait ben, les deux personnes qui avaient assassiné mon frère, la justice a requalifié les faits. Au début, c'était meurtre. Après, ils ont mis ces bagarres et entraîné la mort sans intention de la donner. Ça déjà pour des parties civiles, pour des familles, c'est compliqué parce que on se dit votre frère il est mort pour rien. Moi, mes parents, ils étaient partie civile, donc ils se disent, ouais, notre fils, limite, il est mort pour rien. C'est une bagarre qui a engendré la mort sans intention de la donner. Mais le fait, c'est pas, on cherche qu'ils prennent une peine exemplaire ou etc. Parce que dans tous les cas, même ils prennent 20 ans ou 1 an, notre frère va pas revenir. Mais c'est le fait de se dire, ouais, c'est comme si mon frère, il est mort pour rien. Donc ça, déjà, ça a été un déclencheur. Et après, avec toutes ces années où on se ronge, on parle pas, parce que malheureusement, des fois, on va pas voir de psy, hein, et même on nous conseille pas de psychologue dans ces situations-là. Moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a des drames dans nos quartiers, il y a des personnes qui décèdent à cause des rixes, mais on leur propose pas de psy. Moi, je trouve hein, qu'il faut même imposer. Il faut imposer des psys parce que c'est important pour éviter certains drames. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'étais rongé. J'ai vu rouge et voilà, je me suis décidé dans ma tête, ça y est, j'ai vrillé. Dans ma tête, je me suis dit, je vais me venger. Donc la journée, ça allait. Je montrais que ça allait. Genre même quand j'étais avec ma copine de l'époque, je ne montrais rien en fait. Je gardais tout pour moi. Ma famille, pareil, je rigolais, ça va, j'allais au travail, ça va. Mais dans ma tête, en fait, j'avais une tête, mais deux visages. J'avais le visage que je devais montrer aux autres et le visage de la vengeance. Donc après, jusqu'au jour où j'ai croisé les frères des personnes et je leur ai tiré dessus. Après, du coup, j'ai été interpellé quelques heures après et Les frères des personnes? ouais, les frères des personnes, parce qu'il y avait le grand frère de l'assassin de mon petit frère, vu qu'eux, ils étaient incarcérés. Et malheureusement, souvent dans les quartiers, t'as tué mon frère, toi t'es en prison, mais t'as tes frères dehors, donc on va se venger sur tes frères, pour t'atteindre aussi, même si t'es en prison. Et c'est la dure loi du quartier, on s'attaque pas aux femmes, mais les frères, même s'ils disent j'ai rien à voir, bah t'es son frère.
C'est comme si, chose qu'on souhaite pas, moi, admettons, si ça serait l'effet inverse, mon frère qui aurait assassiné l'un de leurs frères, ben, je peux être le gars qui travaille tous les jours, je suis pas à l'abri de me prendre une balle, quoi. Et donc toi, quand tu les as croisés, t'avais déjà en tête de te venger par rapport à... Moi, j'avais déjà en tête de me venger parce qu'après, moi, les mecs aussi, j'avais grandi avec eux, je sais dans quelle mentalité ils sont, et donc, du coup, pour moi, ils sont aussi responsables de ce qui s'est passé. Parce que c'est tout un ensemble. Donc pour moi, ils étaient aussi responsables de ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi j'ai voulu leur tirer dessus et je l'ai fait. Et tu te souviens le moment où tu leur tires dessus, si vous vous regardez ou qu'est-ce qui se passe Ouais, on s'est regardé, mais au moment où je suis arrivé, bah ils m'ont vu en fait. Et moi j'ai pas parlé en fait. C'est sorti mon arme, je leur ai tiré dessus directement. J'ai pas dit un mot, j'ai rien dit. Je me suis arrêté en voiture et j'ai sorti mon arme, je leur ai tiré dessus. À partir du moment où tu es en détention provisoire, comment étaient tes pensées? Comment est-ce que tu... Ben, en fait, les pensées elles commencent à partir du moment où on nous met les pinces. Parce que avant, on pense à rien. C'est moi pendant l'action et même juste après, j'étais dans ma bulle. J'étais tout seul dans ma bulle. J'avais l'impression que j'étais seul au monde. En fait, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'étais tranquille. Mais à partir du moment où on m'a mis les menottes et on m'a mis dans la voiture, bah, tout est revenu. Ah ben là, t'as une fille. Ben là, t'as une famille. Ben là, t'as une nana. Ah ben là, tu travaillais. Ah ben tout ça, ça vient. Et à ce moment-là, on commence à réfléchir. Et après, on m'a ramené au commissariat. Donc quand j'arrive au commissariat, après, je suis placé en garde à vue. Et à partir du moment où les questions, ben, les enquêteurs, moi je niais au début, hein, je dis bon, je vois pas de quoi vous me parlez, j'ai rien à voir. Et je me suis même pris la tête avec eux, ils m'ont dit mais il y a quand même des blessés par balle, etc. Et tout, je dis moi j'ai rien à dire. Et j'étais dans le silence total. Et quand j'étais en garde à vue, j'ai commencé quand même à réfléchir. Parce que je me suis dit bon, et en plus au début sur un papier, ils ont mis assassinat. Parce que moi, ça y est, je pensais que j'en avais tué un. Donc, du coup, quand j'ai vu sur le papier de ma cellule de garde à vue, il y avait marqué assassinat, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai tué quand même, là, c'est bon. Ah bon, là, j'ai une fille, à quel âge? Elle a 8 mois. Bon, quand je vais sortir, elle aura 15 ans, 16 ans, elle sera une adolescente. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, c'est fait, j'assume, j'ai voulu le faire, j'assume. Donc après, je suis en prison. Première fois que j'allais en prison, j'arrive en prison, on voit l'univers carcéral, l'autre côté du mur, et c'est un monde à part, hein. À partir de ce moment-là, on se rend compte que la liberté c'est important parce que maintenant notre temps de liberté, ben c'est les surveillants qui le décident. Donc ouais, c'est autre chose. Et quand on arrive là-bas, ben les premiers coups de fil qu'on a à la famille, ben c'est que des pleurs, hein, la famille. Ils sont pas bien, ils pleurent, etc. Donc, et souvent, nous, on est incarcérés, mais on emprisonne aussi nos familles. Et ça, on le dit pas souvent. Parce que même, on a une nana qui vient pendant des années au parloir, elle aussi, elle est enfermée. Parce que sa vie, elle tourne autour de son mec qui est en prison. Donc, forcément, tout le temps, elle est enfermée aussi. Et après, les premiers parloirs où bah, on voit moi, j'ai vu ma fille, elle avait pas de dents. Après, je vois un autre parloir, elle commence à marcher à quatre pattes. Après, elle commence à marcher, elle commence à dire papa, elle commence à parler. Et ouais, c'est compliqué, hein, et tous les jours, quand on va au parloir, on se dit, ah ouais, j'ai déconné, là. Mais j'assume. Ça y est, on est de l'autre côté, on est obligé d'assumer. Je vais pas dire non, je regrette, non, j'ai voulu le faire, voilà, j'assume. Et tes pensées à ce moment-là, qu'est-ce que tu te disais par rapport à ta vie d'avant, ce que tu avais fait, ce que tu voyais pour le futur? Ma vie d'avant, ma vie d'avant, je disais ouais, j'avais un taf, j'étais installé, j'étais posé, mais j'étais pas heureux au fond, parce que j'étais triste de ce qui s'est passé par rapport à ma famille. Ça veut dire ok, il y a des gens qui peuvent me dire ouais mais Adama, t'avais un taf, t'avais une meuf, t'avais un enfant, t'avais une voiture, t'avais tout, mais j'étais pas heureux. Ça c'est ce qu'on montre. Souvent, ce qu'on montre, c'est pas on sait pas à l'intérieur d'une personne. J'étais pas heureux. Donc oui, là, je suis en prison. Je suis pas soulagé,
mais j'ai quand même fait quelque chose. Mais c'est pas quand je dis j'ai quand même fait quelque chose, c'est en gros je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais pour moi, ce passage à l'acte, c'est comme un appel au secours en gros. C'est comme à l'aide. Je vais mal, à l'aide, ben j'ai fait ce truc-là. Heureusement, je le dis encore, heureusement que j'ai tué personne. Sinon, je serais encore en prison déjà et ma vie ça aurait été autre chose. Et comment t'as réagi quand t'as vu que tu avais tué personne? J'étais content quand même. Tu vois. Et je l'ai su après pendant pendant ma garde à vue, parce qu'à un moment donné, le policier me pose la question, il me dit ouais, bon, tu sais pourquoi t'es là? Je dis non. Il me dit ouais, pour tentative d'assassinat. Après moi, bêtement, c'est sorti seul. Je dis ah, personne n'est mort. Et il me regarde, il me dit pourquoi t'aurais voulu? Je dis non, parce que sur la feuille de garde à vue, il y a marqué assassinat. Et après, il vérifie la feuille, il dit non, 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 on a fait une faute de frappe, mais j'ai l'impression que tu dis t'as rien à voir, et là, ta réaction a été trop spontanée. J'ai dit, bah, heureusement que personne n'est mort, parce que c'est pas les mêmes peines déjà, et c'est pas la même chose. C'est même pas que la peine de prison. Pour moi, de vivre, de tuer une personne, de vivre avec ça doit être compliqué, hein. Ça doit être compliqué, parce on a ôté la vie d'une personne, on est personne pour le faire. Et même tout le chagrin de toute la famille autour, causé à cause de moi, j'aurais pas aimé. Donc voilà. Et quand t'étais enfermé, il y a eu un deuxième événement qui t'est arrivé, la mort de ton père. Ouais, après 4 ans, presque 4 ans d'incarcération, bah, mon père, je sais pas, du jour au lendemain, il commence bah, j'avais un téléphone en prison, même si c'est interdit, mais bon. Heureusement, quand même, il y a des téléphones parce que ça nous permet de garder le contact avec le monde extérieur. Et un jour, mon père, on commence à discuter, et il revenait du pays, il était un peu malade, et on commence à discuter. Et dans la conversation, j'ai senti quelque chose, mais je me suis dit non, parce il me parlait de l'avenir. Il me dit, ouais, tu sais que tu vas sortir, faut que tu fasses les choses bien, faut que tu t'occupes de ta mère, t'as une fille, regarde ta fille, aujourd'hui elle a 4 ans, elle a pas eu son père, t'as pas fait un enfant pour qu'elle grandisse sans papa, etc. et tout, donc il me dit, t'as tes frères, t'as tes sœurs, etc. Il parle de tout le monde sauf de lui. Moi, à ce moment-là, je lui dis, mais tranquille, papa, de toute façon, je vais sortir, ouais, Inch'Allah, bientôt je vais sortir, t'inquiète pas, on va reprendre notre vie et t'inquiète pas. Mais j'ai senti dans la conversation, il se passait quelque chose. Donc après, à ce moment-là, il était à l'hôpital, j'ai parlé avec lui à peu près 2 heures. Et quand il raccroche, après j'appelle mon grand frère, je lui dis, il se passe quoi en fait là? Je parle à papa, c'est bizarre. Comme il m'a parlé, etc. Il me dit, ouais, il est malade, il est pas bien, etc. Et après, quand je creuse, parce que forcément, on veut cacher des fois des choses aux personnes qui sont incarcérées, parce que c'est déjà assez compliqué pour eux. Donc, quand je creuse, et je me rends compte que ben, il a un cancer en phase terminale, en gros, voilà. Et c'est fini. Donc, moi, je fais une demande de remise en liberté, automatiquement avec mes avocats, et ben, ils refusent. Ils refusent que j'aille le voir à l'hôpital, alors que le médecin, il met bien que, ouais, bah, il lui reste quelques jours à vivre. Et mon père, il réclamait à me voir. Et donc, du coup, ils ont refusé le vendredi. Le samedi, il y avait, ben, ma fille, elle est partie le voir avec la mère de ma fille, ils sont partis à l'hôpital le voir. Et ben, c'est à ce moment-là, je lui ai dit au revoir à mon père, parce que je l'ai appelé, je lui ai dit, mets-lui le téléphone à l'oreille, parce qu'il n'arrivait plus à parler. Et après, je lui ai dit, ben, merci pour tout ce que tu nous as fait, t'inquiète pas, j'ai qu'une parole, tu m'as laissé, ben, comme si tu me laissais tes bagages, quoi, tu m'as laissé une mission, ben, je vais l'accomplir. Et le mardi, ben, on m'a appelé, on m'a dit, ben, ton père, il est décédé. Après, à ce moment-là, c'est une deuxième claque dans ma vie. On est posé, en plus on est en prison, en cellule. Et ouais, tu te dis, ouais, c'est chaud, quoi. Tu te dis, ah ouais, t'es comme ça, tu te dis, ah ouais. Des fois, tu te dis, ah, donc moi là, je vais sortir, je vais plus le voir. Tu prends une claque. Et après, mes avocats, ils ont refait une demande pour sortir, le voir à la morgue, ils ont accepté. Ben, je suis parti parce que voilà, par principe. Parce que, voilà, je voulais le voir quand même. Donc, ouais, j'ai parlé à un corps sans vie.
Donc, je lui ai dit au revoir au téléphone. Quelques jours après, j'ai parlé à un corps sans vie. Et quand je suis retourné dans ma cellule, ouais, j'étais loin, quoi. J'étais triste, je pleurais, j'étais tout seul, j'avais un co-détenu, mais je fais comme si j'étais tout seul, et lui-même, il y avait pas de mots, il y a pas de mots, quoi. Mais bon, après, c'est la vie. Et après, je réfléchis, je me dis, ouais, là, c'est chaud, quoi. Donc après, à partir de ce moment-là, c'est un tournant dans une vie où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait après? Et donc, si t'avais pas eu ce téléphone, en fait, t'aurais jamais pu dire au revoir à ton père. Voilà, j'aurais pas, c'est ça. Donc ils ont dit non pour que tu le revoies vivant. Mais à partir Voilà. du moment où il Et est à mort, c'est partir là du où moment, voilà, à partir du moment où il était mort, c'est là qu'ils ont accepté que j'aille à la morgue. Donc j'ai été escorté avec une équipe de policiers. Franchement, cette équipe, elle était tranquille et ils étaient humains. Parce que faut dire la vérité, quand ils sont mauvais, ils sont mauvais. Quand ils sont humains, faut le dire. Et normalement, ils n'ont pas le droit de me retirer les menottes, etc. Parce qu'à mon petit frère qui était aussi incarcéré, ils n'ont pas retiré les menottes. Ils sont rentrés dans la chambre mortuaire avec lui. Moi, ils m'ont regardé, ils m'ont retiré les menottes. Le chef d'escorte, il m'a dit bon courage. Il m'a dit on rentre pas avec toi, on te laisse te recueillir seul. Et franchement, j'ai été me recueillir seul, ça m'a fait du bien. J'ai parlé pendant une trentaine de minutes. Et voilà. Après, je suis ressorti, ils m'ont remis les menottes et je suis retourné en détention. Et volontairement, t'as pu assister à... Non. Pas assister parce que déjà c'était au Sénégal et j'étais encore incarcéré, j'étais encore en détention provisoire, j'avais pas de jugement, pas de date de sortie, donc pas d'exception en fait. C'est pas genre on a perdu un proche, on va nous mettre, on va avoir de la pitié, il y a pas de pitié en fait. C'est tu purges ta peine, t'as pas terminé, tu termines. Et même si tu peux perdre toute ta famille en même temps, ils vont pas te laisser sortir. Parce que pour eux, c'est la justice. Et suite à ce moment un peu tournant de ta vie où ton père part, comment est-ce que ça s'est continué en toi? Est-ce que là, t'as eu une nouvelle manière de voir les choses? J'ai l'impression, à ce moment-là, vu qu'il m'avait beaucoup parlé, il m'avait parlé pendant, comme je vous l'ai dit, pendant 2, 3 heures, on a bien parlé. Et j'avais l'impression qu'à ce moment-là, quand il était en train de me parler, c'est comme s'il me donnait ses bagages, quoi. C'est moi le chef de famille, et là, je suis en train de te passer le relais. Et tu dirais des bagages faits de quoi? Fait de sagesse, déjà parce que mon père, c'était quelqu'un de très, très humble, très sage, de sagesse, d'être fort mentalement aussi. Parce que d'être chef de famille, c'est bien, mais faut être chef pour tout le monde. Et qui est chef pour nous? Après, voilà. Donc de sagesse, de forte mentalité, de rien lâcher. Faut persévérer, ce qu'il me dit. De toute façon, pour réussir, pour avoir quelque chose, faut se battre. C'est pas on se lève, on l'a. Il y en a, ils peuvent se lever, ils l'ont, mais il y en a, ils doivent se battre pour avoir. Donc il m'a laissé, je pense aussi, tout ça en partant. Donc moi, quand je lui ai dit, je te promets, je te jure, t'inquiète pas, je vais faire les choses bien quand je vais sortir. Et tu seras fier de moi, même si c'est là-haut et je verrai jamais, tu seras fier de moi. Donc à partir de ce moment-là, ça y est, dans ma tête, il y a des choses j'ai mis à droite, des choses j'ai mis à gauche, et je fonce tout droit. Donc je fais les choses, je fais les choses pour mes petits frères, mes petites sœurs, pour ma maman. Maintenant, c'est comme si c'était moi le chef de famille, donc je lâche rien. Et quand on écoute tes textes ou même tes prises de parole, on sent qu'il y a quelque chose de, comme tu dis, fort mentalement, mais aussi un côté très bienveillant avec les êtres humains, comme si tu avais gardé quand même espoir en... Bien sûr, parce que ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Et souvent, pourquoi quand je parle aux jeunes par rapport aux RICS, on se dit, quand on se lance dans une RICS, en fait, on sait jamais où est-ce que ça va aller. On se dit, bon, on est les chauds du quartier, on va faire quelque chose, on va se battre. Mais on va pas pour tuer, en fait. On peut demander à 100% des jeunes, il y en a 95 qui vont dire, ah non, mais moi, je voulais pas le tuer, mais bon, c'est la rue. C'est les rixes, c'est la bagarre, donc voilà, mais nous, on voulait pas le tuer. Et moi, c'est pour ça que je prends parole, je leur explique, je leur dis, les gars, les rixes, ça mène à ça, en fait. Ça mène à la mort, la prison, ou des personnes handicapées. Si t'es mort, t'es mort, ta famille, elle va souffrir. Si c'est toi le tueur, ta famille, elle va aussi souffrir.
Si t'es handicapé, ta famille elle va souffrir aussi, parce que c'est ta famille qui vont s'occuper de toi. C'est pas tes amis qui vont venir te donner à manger, c'est ta mère toute sa vie, elle va être avec toi. Donc ça, je l'explique aussi aux jeunes et pour moi, c'est pour éviter qu'ils vivent ce que nous on a vécu notre famille. Parce que quand il y a un mort, c'est en fait quand il y a une personne, on tue une personne, on tue toute sa famille aussi. On tue pas que la personne, on tue toute sa famille. Parce que notre vie elle a changé nous depuis la mort de notre frère en 2011, notre vie elle a basculé. Et c'est comme si en tuant notre petit frère, ils nous ont tous un peu tués. Donc ça aussi, j'ai envie de faire comprendre aux jeunes, quand tu tues une personne, tu tues toute sa famille. Je suis pas que lui, je suis tout le monde. C'est quoi ton dernier souvenir avec ton petit frère? Mon dernier souvenir avec mon petit frère, c'est que on s'est parlé par la fenêtre. Moi, j'étais en bas, il était là-haut. Et on se parlait, c'était la dernière fois que je l'ai vu. C'était la veille, on se parlait, je devais partir et j'avais la flemme de monter donc pour ça dans ma vie j'aurais plus jamais la flemme. Donc j'avais la flemme de monter, donc j'ai appelé par la fenêtre et je lui ai parlé je me souviens même plus trop de ce que je lui ai parlé. Je crois que je lui ai parlé on devait faire peut-être un tournoi ou un truc de foot du genre. Et donc on se parlait à la fenêtre. Après je lui ai dit bon vas-y à tout à l'heure. La preuve qu'on n'est pas sûr d'être là tout à l'heure ou demain. Donc après je suis parti. Et c'est dans la nuit que j'ai appris qu'il est décédé. Et tu parlais des valeurs de ton père, les valeurs de ton petit frère, tu te souviens qu'est-ce que c'était? Moi, mon petit frère, c'était quelqu'un de pas solitaire, mais quelqu'un qui était déterminé. Ça se voyait, il voulait réussir dans sa vie. Il voulait passer le permis, il voulait se lancer dans des choses, quoi, ou pour réussir, quoi, réussir sa vie. Et c'était quelqu'un ouais, souriant, déterminé, et voilà, quoi. Et toi, Adama, tu dirais que tes valeurs... Moi, mes valeurs, moi, je suis quelqu'un aussi de déterminé. J'ai eu mon permis à 18 ans, 19 ans. Je voulais avoir mon indépendance, être bien dans ma vie. Après, on a grandi dans une famille nombreuse où notre père nous a toujours dit la famille, c'est uni. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, rester unis. Même si tu as un frère qui déconne, faut lui parler, faut pas le renier. Si t'as une sœur qui déconne, pareil. Si c'est toi qui déconnes, tes frères ils te le diront aussi et tes sœurs. Donc on a vraiment grandi dans ce cadre de famille unie. Donc voilà pourquoi on a cette valeur-là de famille unie, d'être là pour les autres, etc. C'est peut-être aussi grâce à ça aussi que j'aime bien aider les autres aussi. Et au travers de ces entretiens qu'on fait sur le sens des épreuves, on voit de manière très centrale qu'il y a la question justement déjà de la transformation, que l'être se transforme dans l'épreuve, mais aussi on voit à quel point il y a un côté éveillé à celui qui vit une épreuve. Est-ce que toi, tu trouves que ça t'a donné une autre perception du monde? Ouais, ça m'a changé. Je pense que si j'aurais pas vécu toutes ces épreuves-là, j'aurais pas pu changer le négatif en positif, parce que faut le vivre pour le connaître. Pour connaître les épreuves et pour moi ça fait partie d'une guérison aussi. Ça fait partie de ma guérison pour mon avenir de guérir. En fait, j'ai voulu répondre le mal par le mal en fait et j'ai eu plus de mal. En fait, j'étais en prison, j'ai perdu mon père, etc. Toutes ces années d'incarcération qui ont été compliquées, parce que j'ai quand même fait 4 ans plein. 14, 18, c'est pas la guerre, hein, mais de 2014 à 2018, j'étais en prison, donc il s'en passe des choses. Hein. Je suis tombé, j'avais 25 ans, je suis sorti, j'en avais presque 30. Il s'en passe des choses, des nuits d'incarcération, quand la famille elle va pas bien, quand ta fille elle est malade, t'es là, à travers ton petit iPhone, tu la regardes, tu la vois, elle te regarde avec des petits yeux, papa, je veux que tu sois là. Ça fait mal, tout ça c'est pas facile. Et même la fameuse question que tout détenu redoute, quand on tombe, on a un enfant qui est jeune, et à un moment donné, il y a la question où ma fille m'a posé la question que je redoutais. Ah papa, c'est quoi ici? T'es où en fait? Ah, ça va répondre, hein. Donc tu creuses, je vais pas lui dire que je suis au travail, sinon plus jamais de ma vie à vouloir que je travaille. Donc à ce moment-là, je l'ai regardé, j'ai dit, mon papa il a fait une grosse bêtise, donc là je suis dans la maison de punition. Donc combien de temps? J'ai dit, je sais pas, bientôt. Donc elle déteste le mot bientôt aujourd'hui, ma fille. Donc quand je lui dis bientôt, elle me dit, tout le temps tu me dis bientôt, mais c'est quand bientôt? Dans combien de dodo? Je lui dis, oui, mais dans combien de dodo? Je sais pas encore, je suis pas condamné. Donc c'est ça aussi le problème avec la justice française, c'est que des fois il y a
longue période pardon, de détention provisoire, où à un moment donné, nous aussi, on a besoin d'avoir des réponses, même si on prend, allez, 10 ans, 15 ans, mais au moins on le sait, pour pouvoir un peu l'expliquer à nos enfants, pour dire, bon, là, tu comptes les dodos après, hein. Bon, là, je vais rentrer dans le temps de dodo. Mais quand on ne sait pas, on dit bientôt, c'est pas une réponse pour un enfant. Donc tout ça, après, ça nous fait grandir aussi. Donc à ce moment-là, si je l'ai vécu une fois avec elle, donc je veux plus qu'elle le vive. Parce que son objectif, c'est pas de voir toujours papa de l'autre côté, quoi. Et s'il y avait on revient sur la notion de valeur, s'il y avait une valeur centrale ou quelque chose de central maintenant qui anime ta vie, tu dirais que c'est quoi? La paix. Faut être en paix avec soi-même pour pouvoir apporter la paix chez les autres, je pense. Est-ce que tu te sens en paix avec toi-même? Moi, en ce moment, oui. Je suis en paix avec moi-même. Je sens que je suis en paix. Je suis plus dans la haine, dans la colère, Avant, il y a des choses qui m'énervaient. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui m'énervent. Pour que ça m'énerve, il en faut. C'est que je prends tout à la cool. Et comment on fait pour arriver à la paix? Faut traverser des épreuves. Je dis pas, après, je sais pas, chacun a sa paix intérieure ou autre, mais faut en traverser aussi des épreuves pour avoir la paix. Je pense que si j'aurais pas traversé toutes ces épreuves-là, j'aurais pas pu dire à bientôt 32 ans, ouais, je suis en paix avec moi-même. Et si tu devais transmettre, toi, une manière de traverser ces épreuves qui donne cette paix, comment tu le dirais aux gens? Comment tu leur apprendrais à faire ce chemin? De toujours y croire, de rien lâcher. Faut y croire, on a un objectif, faut l'atteindre. Mais quand on est dans la souffrance ou l'envie de vengeance ou dans une forme de colère et de haine, tu dis il faut parler, mais par exemple si il n'y a personne à qui parler, ce serait quoi pour toi d'y arriver, peut-être parfois tout seul, aller au-delà de l'épreuve? Pour moi, il faut parler. Parler, c'est important. Et souvent, même dans les quartiers, je le dis souvent, on peut dire, oui, bon, allez, je vais aller voir un psy. Les gens vont rigoler. T'es un fou, tu vas voir un psy, toi? Ah, t'es un malade. Ça, ouais, regarde, c'est un fou, il va voir un psy. Non, en fait, il est pas fou. Il est conscient. Il va voir, il va discuter. C'est comme des personnes, admettons, qui vont plonger dans l'alcool. Parce qu'il y a beaucoup d'alcooliques dans nos quartiers, il faut dire la vérité. Et parce qu'ils sont à mal-être, je pense. En eux, ils ont un mal-être, donc toute la journée, ils sont en train de boire. Et s'il y a un d'entre eux qui va vouloir se soigner, admettons, il va voir un médecin ou il va voir une association pour l'aider, c'est qu'il est conscient qu'il va mal, en fait. Et nous, en fait, on a trop cette carapace où on veut montrer qu'on est fort. Dans les cas de quartier ou autres, on est fort, on n'a pas le droit de souffrir. Mais tout le monde souffre. Souffrir, c'est humain. C'est pas parce que toi, t'es du quartier, t'as pas le droit de souffrir ou t'as pas le droit d'aimer. En fait, c'est universel. Donc, pour moi, il faut parler. Faut parler. Parler, ça permet déjà d'évacuer plein de choses et ça nous aide à avancer. Parce que quand on parle pas, on garde tout. À un moment donné, t'as entendu, ouais, un tel, t'as entendu, il a fait une crise, il a fait un AVC. Ah bon? Pourtant, il était en bonne santé. Je le voyais, ah bon? C'est pas des fois, c'est les problèmes, hein. Les problèmes, ça déclenche des maladies, ça déclenche des choses où t'apprends, ouais, t'as entendu un tel, il s'est suicidé. Ah bon? Pourtant, il avait l'air d'être bien. T'as entendu, il a fait, comme on dit, une dinguerie. Il est parti, il a pété un câble. Comment ça se fait? Pourtant, il allait bien. Non. On montre qu'on va bien. C'est comme moi, ma situation. J'étais posé. Personne n'a compris. Même mes amis, mes potes qui étaient avec moi tous les jours, ils ne l'ont pas vu venir. Eux-mêmes, ils m'ont dit, franchement, t'es avec toi hier, on t'a vu, normal, mais je dis, ouais, c'est ça le problème. C'est qu'on garde tout pour nous. Et tout à l'heure, tu employais le mot guérir. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es guéri? Ouais. Guéri à 100%, non. Mais je suis sur le bon chemin de la guérison. Est-ce que tu penses qu'on peut guérir à 100%? Si je suis guéri à 100%, on ferait une autre interview, je te le dirais. Mais là, être guéri à 100%, je sais pas. Mais en tout cas, on peut guérir de certaines choses avec le temps. Adama, quels sont tes projets? Je sais que tu écris un livre, là tu viens de sortir un nouveau son, tu es quelqu'un de très créatif. Ouais. Donc c'est quoi le futur pour toi? Déjà le futur, j'ai mon livre Vengeance à perte qui va sortir l'année prochaine, j'espère, où je raconte toute ma vie,
dans les moindres détails, le moment où j'ai perdu mon frère, après la colère, la haine, la tristesse, le passage à l'acte, mon temps de détention, comment ça se passait, etc. Avec ma fille aussi qui me posait des questions, etc. Jusqu'à la mort de mon père, jusqu'à ma sortie, ma réincarcération parce que je suis sorti 5 mois, mais j'avais pas fini avec la justice, donc du coup à mon jugement j'ai pris 8 ans, je suis retombé, etc. Donc j'ai mon livre, j'ai un projet aussi qui s'appelle Descente de mots, le projet avec les jeunes de Garges déjà pour l'instant, pour commencer. On réunit tous les quartiers autour de la musique avec des ateliers écriture, etc. On a terminé le projet, mais le coronavirus, il a retardé la sortie. J'ai un projet aussi en commun avec un artiste de Garges, aussi qui s'appelle Raven. On a un projet en commun, dont le single qui est sorti là il y a 2-3 jours, qui s'appelle Rebeu Renoir. C'est encore un son rassembleur pour faire comprendre aux gens, en fait, des fois on se fait la guerre sur des choses alors que on est pareil, quoi. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine. En fait, on est des humains. Donc c'est toujours dans cet esprit de rassembler. Là, je suis plus dans cette optique de faire des projets où on rassemble, où on s'unit au lieu de se diviser. C'est assez compliqué la vie pour continuer à se diviser. Et plein d'autres projets. En tout cas, Adama, on sent vraiment dans tes projets déjà ta passion, une envie de bien faire, mais en plus tu fais bien les choses. Et je trouve que c'est très touchant tout ce que tu dis. Et on sent en toi pas que ton histoire, en fait. On sent l'histoire de ton petit frère, on sent l'histoire de ton père, mais on sent aussi l'histoire de toute une famille. En fait, on sent que tu as été un enfant aimé, que tu es un adulte aimé et que t'es pas tout seul. Derrière toi, il y a beaucoup de monde. Et donc, si on pose l'hypothèse de la pérennité de l'âme et que les choses se continuent, je pense que les gens que tu portes en toi, ils doivent être très fiers de ce que tu crées. Adama, je voudrais qu'on finisse sur deux souvenirs, si tu peux nous raconter. Premièrement, un des plus beaux souvenirs de ta vie qui te revient aujourd'hui, et puis peut-être aussi un des souvenirs les plus tristes ou les plus marquants, mais en même temps qui a été un moment de ta vie charnière. Moi, le meilleur souvenir, c'est la naissance de ma fille, forcément. D'être père, de voir sa descendance, c'est quelque chose d'inexplicable. Ça, c'était pour moi l'un de mes meilleurs souvenirs. Et le pire souvenir, c'est le décès de mon petit frère. C'est le premier décès d'un proche. Ça a marqué notre vie. Ça a beaucoup marqué ma vie. Après, le décès de mon père. Mais vraiment, le décès de mon petit frère, j'étais plus jeune. Et c'est on-off, quoi, du jour au lendemain. Mon père, c'est pas qu'on se préparait, mais on le savait que, voilà. Donc c'est venu d'un coup, mais il y avait quelques jours où on a toujours cet espoir. Mon frère, on a sonné, ouais, ton frère, il est mort. Ça, c'est toute ma vie, je vais jamais oublier cette nuit. Et donc finalement, ton plus beau souvenir, c'est la vie. La vie. Le souvenir le plus triste, c'est la mort. Voilà, c'est ça. En même temps, on sait pas exactement ce qu'est la mort et comme le dit Jung, parfois il faut vivre sa vie et la mort comme un but. Ouais, c'est ça. Donc merci beaucoup pour cette très belle interview. Merci on se retrouve pour d'autres interviews sûrement. La sortie du livre, j'espère. Voilà, avec plaisir, on a hâte de le lire. Pas de souci. Et puis on se retrouve dans d'autres émissions, dans d'autres interviews ensemble pour avancer. Et d'ici là, que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins. La mort. Mon plus grand trauma d'avoir perdu mon petit frère. Ma fille. Oui, mon père. Sois déterminé. Fais les bons choix. La paix. Amour. Une belle vie de famille. J'ai peur du noir.
plus grande force, je crois que c'est... J'ai un bon mental. Un accident de moto, parce que j'ai failli mourir. Quand j'ai tapé une voiture, je suis tombé de l'autre côté, je pensais que j'étais mort. Après, d'un coup, j'ai vu du monde autour de moi, j'ai entendu du son, donc j'ai essayé de me relever, mais j'avais le mollet écrasé. Ma jeunesse au quartier, à jouer à la balle aux prisonniers, à l'injustice, l'union réelle, incompris, belle, jamais rien lâcher. Tôt ou tard, on réussira. Tu réussiras.